Voici ce qui n'a pas de sens. La plupart des compagnies aériennes ont abandonné le Boeing 717 il y a des années. Boeing a cessé de s'en préoccuper. Même le marché de l'occasion a disparu. Pourtant, Delta, la plus grande compagnie aérienne au monde, a tout misé dessus. Pas seulement en gardant leur 717, ils en ont fait la colonne vertébrale de leur réseau de court courrier. Pourquoi l'opérateur le plus sophistiqué de l'industrie prendrait-il autant de risques sur un avion que tout le monde a rejeté? Ça n'est pas de la nostalgie. Ce n'est pas non plus de l'entêtement. Il y a quelque chose que Delta a découvert et que tout le monde a raté, un pari calculé qui porte ses fruits depuis plus d'une décennie. Réfléchissez, Hawaiian Airlines est le seul autre gros opérateur restant. Tous les autres, ils sont passés sur des avions plus modernes, plus brillants. Pour eux, le 717, c'est l'équivalent en aviation d'un téléphone à clapper, démodé, indésirable, hors d'usage. Mais alors, quel secret Delta a-t-il découvert? Pourquoi ce jet oublié domine-t-il encore leur réseau? Et combien de temps cette stratégie à contre-courant peut-elle encore marcher? Aujourd'hui, nous révélons l'obsession improbable de Delta pour le Boeing 717 et pourquoi cet avion orphelin est devenu soit la décision de flotte la plus intelligente de l'aviation moderne, soit une bombe à retardement prête à exploser. Pour comprendre l'étrange existence du 717, il faut retracer son arbre généalogique tordu. Tout commence dans les années 1960 avec le Douglas DC-9, une révolution pour le transport court courrier. Ce modèle a évolué en McDonnell Douglas MD-80, puis MD-90 et enfin MD-95. Chaque génération a affiné la formule, configuration en T de la queue, moteur à l'arrière, conçu pour l'efficacité sur les trajets courts. Cette lignée représente la plus longue famille continue d'avions à réaction de l'histoire, plus de 60 ans, du premier DC-9 au dernier 717. À l'exception du Boeing 737, aucun autre design n'a eu une telle longévité. Puis les choses sont devenues étranges. Le MD-95 était le bébé de McDonnell Douglas, leur vision pour le prochain avion de 100 places. Mais en 1997, Boeing a racheté McDonnell Douglas. Soudain, Boeing possédait un jet qu'il n'avait jamais conçu, en concurrence avec des avions qu'il voulait vraiment vendre. Qu'auriez-vous fait ? Boeing a estampillé leur nom dessus, l'a appelé 717 et espéré le meilleur. Ils avaient des priorités plus importantes. Le programme 737 Next Generation qui allait dominer le marché des monomoteurs durant des décennies. La réaction du marché a été brutale. Seulement 156 Boeing 717 ont été produits. Ce n'est pas juste peu. C'est la plus courte série de production d'un avion Boeing encore en service aujourd'hui. Boeing a essentiellement abandonné son propre produit, concentrant ses ressources sur le 737 NG pendant que le 717 traînait vers l'annulation. Voici ce qu'il y a à voir lorsque vous apercevez un 717 de Delta à la porte. C'est un survivant, un jet né de fusion d'entreprises et d'opportunités ratées. L'intrus ultime de l'aviation. Là où toutes les autres compagnies volent avec leurs A320 et 737 uniformes, le 717 reste seul. Un rappel que parfois, le farfelu devient le héros. En 1999, lorsque le 717 est entré en service, l'industrie aérienne avait déjà évolué. Des jets régionaux comme le CRJ, l'Embraer révolutionnaient les trajets courts, offrant une flexibilité et une économie que le 717 ne pouvait pas égaler. Pendant ce temps, les compagnies aériennes en croissance achetaient des 737, des A320, des avions capables de faire tout, des sauts de 45 minutes au vol transcontinentaux de 5 heures. Le 717 coincé en terrain neutre, trop grand pour rivaliser avec les petits 50 places agiles, trop petit pour correspondre à la polyvalence des monocouloirs principaux. C'était l'équivalent, en aéronautique, d'un outil spécialisé dans un monde qui demandait des couteaux suisses. Les premiers opérateurs ont essayé de le faire marcher. AirTran les a utilisés pendant des années. Midwest Airlines a tenté sa chance. Qantas les a utilisés en Australie. Mais un par un, ils sont tous arrivés à la même conclusion. Pourquoi piloter un jet de niche lorsqu'on peut standardiser sur quelque chose de plus flexible? Même Boeing semblait gêné par le 717. La production a traîné jusqu'en 2006, lorsqu'ils ont tué le programme après seulement 156 livraisons. Toute leur énergie s'est mise sur le 737 Next Generation, un jet capable de faire tout ce que le 717 faisait, mais en mieux. La liste des opérateurs n'a cessé de diminuer. Southwest Airlines a absorbé AirTran et a immédiatement abandonné les 717. Midwest a disparu. Qantas a tourné la page en 2024. Mis à part Delta et Hawaiian, le 717 est devenu l'orphelin de l'aviation. Trop moderne pour être classique,
trop vieux pour être innovant. Mais est-ce que tu as remarqué le schéma? Le 717 a échoué parce qu'il résolvait un problème que la plupart des compagnies aériennes n'avaient pas. Il était parfaitement dimensionné pour des routes qui disparaissaient, optimisé pour un marché qui n'existait plus. American Airlines a choisi les Embraer E-Jet pour leur capacité régionale. United Airlines a parié sur les jets régionaux, dont les CRJ. Les deux compagnies pouvaient montrer une meilleure économie de vol et une plus grande uniformité de flotte. Pour l'industrie aérienne, le verdict était unanime: laisser mourir. En 2012, Delta faisait face à un casse-tête impossible. Leur flotte vieillissante, des C9, MD-88, MD-90, était littéralement en train de tomber en ruine. Mais le marché des remplacements pour avions de 100 places à l'époque, mort. Les jets régionaux étaient trop petits. Les nouveaux A320 et 737 trop gros pour des vols d'une heure. Le remplaçant parfait n'existait pas. Puis Southwest Airlines a racheté AirTran. Du jour au lendemain, 88 Boeing 717 se sont retrouvés sans maison. La religion de Southwest est simple, juste des 737 tout le temps. Ils voulaient se débarrasser de ces ovnis. Pendant que d'autres compagnies bâillaient, Delta y a vu une opportunité. Ils ont négocié ce que les pros de l'aviation appellent l'une des affaires les plus rusées de l'époque moderne. Des baux longue durée, soi-disant à quelques centimes le dollar. Des jets presque neufs pour une fraction du prix. Tout le monde pensait qu'ils avaient perdu la tête. Pourquoi acheter les rebuts des autres lorsqu'on peut commander des e-jets tout frais fabriqués? Voici ce que les étrangers ont raté. Le 717 partageait l'ADN des MD-88 et MD-90 retirés chez Delta. Même type de licence, système similaire, pièces en commun. Delta pouvait échanger l'ancien contre du neuf sans former des pilotes à nouveau ni reprendre de zéro leur programme de maintenance. Une transition fluide plutôt qu'une coûteuse révision complète. Là où les concurrents subissaient des millions en coûts de simulateur pour passer aux e-jets, les pilotes de Delta avaient simplement besoin d'une formation aux différences minimes. Pense à l'audace. Pendant que les autres commandaient des jets flambant neufs à paiement sur 20 ans ou des loyers longs et chers, Delta récupérait des chevaux de bataille éprouvés à prix imbattable. Ils ont résolu leur crise de capacité, modernisé leur flotte et tout ça avec un avion que l'industrie avait déjà mis au placard. Ce n'était pas sexy. Ce n'était pas fait pour les gros titres, mais c'était brillant. Le coup de maître de Delta a transformé le 717 d'enfant terrible en sauveur. Et ils allaient prouver que Boeing avait tort en utilisant l'avion orphelin de Boeing lui-même. Mais alors, pourquoi Delta a-t-elle réussi là où les autres ont échoué? Juste une adéquation parfaite à la mission. Les 110 sièges du 717 sont pile ce qu'il faut pour les routes phares de Delta. Atlanta vers Charlotte. Détroit vers Pittsburgh, LaGuardia vers partout. Des navettes à haute fréquence remplies de voyageurs, incluant des passagers business prêts à payer plus. Trop de sièges et tu voles à moitié vide. Pas assez et tu laisses de l'argent sur la table. La capacité du 717 était précisément faite pour le réseau Hub and Spoke de Delta. Mais le vrai génie était opérationnel. Tu te souviens des MD-88 qui prenaient leur retraite? Leurs pilotes pouvaient passer sur un 717 avec une formation minimale. Même type de qualification, cockpit familier, réflexe intact. Pas besoin de simulateur à plusieurs millions. Juste un petit cours sur les différences et hop, c'est reparti. TechOps de Delta, leur armée interne de maintenance, a scellé le deal. Les autres compagnies s'inquiétaient des moteurs orphelins et des pièces rares. Delta, ils avaient déjà l'infra, les compétences et le stock après des décennies sur le MD-80. C'est là que l'intégration verticale de Delta est devenue une arme. Pendant que les concurrents dépendaient de la maintenance externe, la division TechOps de Delta supportait les variantes AMD depuis les années 70. Ils connaissaient chaque système, chaque bizarrerie, chaque fournisseur de pièces. Écoute ceux qui volent vraiment et réparent ces avions. Un capitaine Delta m'a dit: passer du MD-88 au 717, c'est comme troquer ton vieux pick-up contre le même camion, mais avec des sièges en cuir et une meilleure consommation. Un mécano TechOps. Tout le monde disait que les pièces seraient introuvables. Nous, ça nous faisait sourire. On sourçait des pièces MD depuis l'époque de Reagan. Un planificateur réseau. Montre-moi un autre jet faisant du profit sur un vol de 300 miles avec 90 passagers. J'attends. Le design de la cabine a offert des avantages inattendus.
Cette disposition 2-3 signifiait moins de sièges au milieu. Les passagers adoraient. Les moteurs à l'arrière gardaient l'avant de la cabine plus calme que les configurations classiques, même si à l'arrière, le bruit des moteurs était plus présent. Deux petits compromis que les voyageurs fréquents comprenaient. Le coût des trajets racontait tout. Même si un Embraer E75 pouvait brûler moins de carburant à l'heure, la plus grande capacité du 717 offrait souvent une meilleure économie au siège kilomètre sur les routes denses. Delta tirait le max de chaque vol. Voilà pourquoi Delta domine. Pas parce qu'ils achètent les jouets les plus récents, mais parce qu'ils exploitent au maximum chaque atout. Le 717 n'était pas fait pour être spécial, mais Delta l'a rendu spécial en comprenant exactement ce qu'il pouvait faire et en le faisant mieux que quiconque. Si le 717 fonctionne si bien pour Delta, pourquoi tout le monde ne copie-t-il pas leur modèle? Simple, ça ne marche que si tu es Delta. Hawaiian Airlines l'a compris. Ils font voler des 717 entre les îles où les durées de vol se mesurent en minutes, pas en heures. Des sauts de 20 minutes entre Honolulu et Maui. Des rotations rapides, une forte fréquence et un marché captif. Pour eux, le 717 est parfait. Partout ailleurs, c'est un carré dans des trous ronds. La plupart des compagnies ont besoin de flexibilité, des jets capables de faire des vols courts aujourd'hui et des vols moyens demain. Le 717 ne peut pas. Il est optimisé pour une seule chose, des trajets plus courts avec un bon taux de remplissage. C'est un marché en régression dans une industrie qui est obsédée par la croissance. Ensuite, il y a le cauchemar du support. Avec une production qui est arrêtée depuis 2006, les pièces sont rares. Boeing est passé à autre chose. Pas de mise à jour, pas d'amélioration, pas d'investissement. Ces moteurs BR715 uniques, bonne chance pour trouver des pièces de rechange sans l'énorme stock de Delta. Le risque d'une flotte orpheline est réel. Tu veux vendre tes 717 plus tard? Mais à qui? Le marché de l'occasion est essentiellement Delta et Hawaiian. C'est tout. Essaye d'expliquer ça à ton conseil lorsqu'il te demande la flexibilité de la flotte et les valeurs résiduelles. American et United ont fait d'autres choix. American a opté pour les E-Jets comme alimentation régionale, technologie plus récente, soutien du fabricant, meilleure perspective de revente. United a standardisé sur les ERJ, mais aussi CRJ, privilégiant la communalité sur l'efficacité spécialisée. Ces deux stratégies avaient du sens pour leur réseau. La réalité d'aujourd'hui, Delta domine ces hubs tandis que Hawaiian connecte les îles. Partout ailleurs, les brillants A220 ou ERJ prennent le relais, offrant une meilleure économie et un meilleur soutien du fabricant. La dure vérité, le 717 est une relation. Ce n'est pas un one night stand, il demande un engagement, une infrastructure, mais aussi des besoins réseau très spécifiques. Delta possédait les trois. Les autres, ils ont swipé à gauche et n'ont jamais regardé en arrière. Boeing a dû regarder avec des émotions partagées pendant que Delta prouvait la viabilité du 717, en utilisant un jet que Boeing avait essentiellement abandonné pour le programme 737 NG. Delta a été plus malin que Boeing avec le produit de Boeing. Hors de sa toute petite niche, le 717 n'a nulle part où aller. Pas d'avenir, pas d'espoir. Juste la capacité unique de Delta pour transformer un orphelin en atout. L'horloge tourne. Delta a annoncé la retraite du 717 d'ici 2025. Mais ce calendrier est déjà en train de glisser. Les retards de livraison de l'Airbus A220 signifient que ces avions pourraient voler encore quelques années de plus. Ce qui devait être une transition nette, c'est devenu une extension chaotique de l'histoire à succès la plus improbable de l'aviation. Ce n'est pas juste une autre mise à jour de flotte. C'est la fin de la royauté de l'aviation américaine. Lorsque le dernier 717 atterrira enfin pour son ultime vol chez Delta, que ce soit en 2025 ou alors plus tard, nous perdrons notre dernier lien avec la dynastie du DC-9. 6 décennies de service continu avec le même design de base, disparu. Plus de queue en T en service passager régulier. Plus de hurlements caractéristiques des moteurs arrière à l'approche. Le remplaçant ? Delta a commandé 67 Airbus A220-300, le successeur spirituel de la mission du 717, moderne, efficace, soutenu par le fabricant. C'est tout ce que le 717 n'a pas pu être dans ces dernières années. Mais les retards de livraison signifient que la rémission du 717 continue. On les voit déjà disparaître. Chaque mois, plus de 717 font leur dernier voyage vers le désert. La livrée Delta s'efface sous le soleil du sud-ouest. Remplacés par des A220 et A321 Neo, efficaces, silencieux, mais moins romantiques. Est-ce du progrès? Absolument. Ces nouveaux avions consomment moins de carburant, volent plus loin et offrent une meilleure expérience passager. Ils sont meilleurs sous tous les aspects mesurables. Sauf un.
Ils n'ont pas d'âme, ils n'ont pas d'histoire. Aucun lien avec l'âge d'or où les jets portaient leur moteur sur la queue et où chaque vol était un événement. Hawaiian fait face à la même réalité. Leur 717 approche aussi de la retraite. L'Airbus A220 concurrence les Embraer E2 pour leur remplacement, sensé, efficace, moderne. Les mêmes adjectifs qui pourraient rendre l'aviation ennuyeuse. Le pari de la flotte orpheline a fonctionné pour Delta. Mais seulement grâce au timing. Ils ont eu les avions à bas prix, ont tiré 10 ans de valeur, et maintenant, ils tournent la page. Était-ce du génie ou juste de la chance? Peut-être les deux. Pensez-y. Les gamins qui grandissent aujourd'hui ne vivront jamais ce son distinctif des moteurs DC9, ne verront jamais ce profil unique devant le terminal, ne comprendront jamais pourquoi certains d'entre nous s'arrêtent et regardent chaque fois qu'un 717 apparaît. On ne se contente pas de retirer des avions, on ferme le livre sur toute une philosophie de conception aéronautique. Le dernier écho d'une époque où les ingénieurs résolvaient les problèmes autrement, où la forme suivait la fonction d'une manière qui crée une beauté accidentelle. Le compte à rebours a commencé. Chaque vol pourrait être ta dernière chance de chevaucher l'histoire. Voilà ce que la plupart des passagers ne réalisent jamais. Chaque vol Delta 717, c'est une machine à remonter le temps. Vous êtes assis dans le dernier jet à moteur arrière en service régulier américain. L'évolution finale d'une philosophie de conception qui a commencé lorsque Kennedy fut président. Ce n'est pas juste une anecdote. C'est de l'histoire vivante à plus de 30 000 pieds. Les pilotes qui ont volé sur toute la famille des MD deviennent émus à ce sujet. C'est le DC9 perfectionné, m'a confié un capitaine, la voix un peu étranglée. Tout l'ADN qui l'a rendu génial, avec les aspérités lissées. Les agents de bord adorent la configuration 2-3. Pas de siège du milieu du côté gauche, donc des passagers plus heureux. La cabine d'avant reste tranquille. Les moteurs tout au fond ne gênent pas la première classe. Ce sont de petits détails qui comptent lors du 100e vol du mois. Mais le 717 fait face à de vrais défis. Les récents incidents, panne du train avant, fuite de carburant, inspection pour fissures sur l'aile, rappellent que ce sont des avions vieux de plus de 20 ans. TechOps de Delta les fait voler en toute sécurité. Mais l'âge est imbattable dans l'aviation. La vérité est plus profonde, le 717 représente quelque chose qu'on a perdu dans l'aviation. La volonté d'être différent, de résoudre des problèmes spécifiques avec des solutions spécifiques plutôt qu'une approche universelle. Delta n'a pas gardé le 717 par nostalgie. C'était une stratégie froide et calculée. Ils ont vu de la valeur là où d'autres voyaient un problème. Ils ont transformé des avions orphelins en centres de profit. Prouvé que parfois, la meilleure solution n'est pas la plus récente, mais celle qui convient. Ce qui me fascine le plus, le 717 a réussi en échouant. Sa production limitée a maintenu les prix bas. Sa mission étroite l'a rendu parfait pour le réseau Delta. Son ADN partagé avec les avions plus anciens a rendu la transition fluide. Chaque faiblesse est devenue une force, si on était assez malin pour la voir. La question maintenant, Delta va-t-il refaire un coup de contre-courant du même genre? La commande des A220 suggère qu'ils ont plutôt adopté une pensée conventionnelle. Mais bon, tout le monde disait la même chose du Paris 717. Pour les passionnés d'aviation, chaque apparition de 717 est douce amère. On regarde l'histoire passée, sachant que chaque regard pourrait être le dernier. Ces avions transportent plus que des passagers. Ils portent les rêves des ingénieurs Douglas, les ambitions de McDonnell Douglas et les débuts de la fusion Boeing et McDonnell Douglas. Mais surtout, ils portent la preuve qu'en aviation, la différence peut être belle. Nous avons commencé avec une énigme. Pourquoi Delta aime-t-elle un avion que tout le monde a abandonné? Maintenant, vous savez, ce n'était pas de l'amour, c'était de la stratégie. Le 717 a résolu des problèmes spécifiques à des moments précis pour des routes spécifiques. Delta y a vu une opportunité là où d'autres voyaient de l'obsolescence. Ils ont transformé l'orphelin de l'aviation en leur arme secrète. Mais ce chapitre est en train de se clôturer. Lorsque Delta retirera son dernier 717, que ce soit en 2025 ou après, nous perdrons plus que des avions. Nous perdrons notre dernier lien aérien avec l'héritage du DC9. 60 ans de fiabilité et empennage en T et moteur arrière. La fin d'une ère qui a aidé à construire l'aviation moderne. La grande question maintenant, ce sera quoi ? Le prochain pari anticonformiste de Delta. Avec l'arrivée des A220, mais aussi la disparition des 717, remettront-ils un jour en cause le consensus de l'industrie pour une valeur cachée? Ou alors, l'industrie aérienne est-elle devenue trop standardisée pour qu'une autre histoire de succès avec une flotte orpheline puisse arriver? Le 717 n'était même pas censé réussir.
trop peu construit, mauvais timing, taille maladroite. Et pourtant, il a trouvé sa niche, a prouvé sa valeur et a survécu à des jets censés le remplacer. Lorsque ces avions disparaîtront, une part de l'âme de l'aviation disparaîtra aussi. Maintenant, j'ai envie de savoir, vous avez déjà volé sur un 717 de Delta? Vous saviez que vous étiez à bord du dernier de son genre? Vous aviez remarqué les sièges plus larges, la cabine